La pandémie sévit encore et encore au Cameroun et partout dans le monde, et pas que sur des personnes, mais aussi sur des biens et services. C'est cet aspect de l'actualité que nous allons commenter ce soir, l'économie du Cameroun et celle de l'Afrique, un pays, le Cameroun, dont la dette ne sera pas allégée par le FMI, pas cette fois-ci, en tout cas, alors qu'il est l'un des plus atteints par le Covid-19 en Afrique subsaharienne. Comment comprendre donc cela? À quoi devraient donc s'attendre nos entreprises et notre économie globalement? Va-t-elle s'effondrer? Si oui, sinon, comment préserver notre économie? Nous en parlons ce soir avec le professeur Alaka Alaka, expert en fiscalité que je ne vous présente plus. Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté de sortir de votre confinement pour venir exceptionnellement discuter avec nous sur ce plateau du débrief de l'actu. Bonsoir Caroline Mélor, merci de m'avoir sorti de mon confinement pour venir discuter avec vous du coronavirus et de tout ce qui tourne autour sur le plan économique. Vous en avez peur de ce corona? Tout le monde a peur parce que la peur est organisée. Comment ça? Parce que si, de mon point de vue, sans remettre en cause quoi que ce soit, si cette affaire devait nous atteindre comme ça touche les pays occidentaux, on serait tous morts. Vous imaginez, on n'a pas jusqu'ici réussi à confiner tout le monde. L'activité économique pour certains continue, se poursuit. Et puis, le taux de contamination est très très faible. Parce que nous avons les moyens de nous prémunir, de nous prévenir nous-mêmes. Parce qu'en période de détresse, c'est l'instinct de survie qui domine. Et très tôt, lorsqu'on était jeune, on a connu des cas de grippe plus fortes que ça. On avait une grippe qui s'appelait le marteau, qui frappait la tête, qui cognait et qui vous mettait au sol. Mais comment nos mamans nous guérissaient de ça? C'était avec la marmite bouillante. Il n'y avait pas encore d'hydroxychloroquine et il n'y avait pas, même s'il y avait, les mamans démunies au village ne connaissaient pas la pharmacie. Lorsqu'il y avait un problème, on allait couper des feuilles. C'était des plantes, c'était la forêt qui fournissait tout. C'est la forêt qui fournissait tout. Heureusement que Dieu nous a donné et qui a tout. Et les autres viennent s'en servir pour nous mettre la même forêt dans des pharmacies. Et les nôtres deviennent des commerçants de médicaments. Et puisqu'on y est, peut-être qu'il faudrait y retourner. Pour fabriquer eux-mêmes ces médicaments. Et donc il faudrait y retourner, puisqu'on y est encore, on n'est pas très loin des forêts. Mais écoutez, on parle de la Chine, de la médecine chinoise. Est-ce qu'on a dit qu'elle est une médecine européenne? Est-ce que vous avez entendu que la Chine demande l'avis de l'OMS lorsqu'elle veut planter ses pointes sur le corps de quelqu'un? C'est un mix-up de médecine traditionnelle, médecine moderne. Mais la notion de moderne, moi, ça me tape souvent sur le système nerveux. Pourquoi est-ce qu'on pense que ce que l'Afrique peut faire n'est pas moderne? Cette notion de moderne, cette notion de traditionnel, ces deux notions-là, pourquoi peut-on les combiner pour qualifier les uns et pas les autres? Peut-être pas modernité telle que définie par les canons occidentaux. Non, mais quand on dit moderne, ça renvoie à l'Occident. Exactement. Oui, bien sûr. Mais quand on dit traditionnel, ça renvoie à l'Afrique. Pourquoi vous pensez que tout ce que l'Afrique peut faire est traditionnel? C'est traditionnel. Carole Yemelo, traditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous n'avons pas la force verbale, discursive, de dire à l'OMS, voilà ce produit, nous, il nous soigne, vous ne le certifiez pas, on s'en fout, nous, on le met sur le marché. Point. Et c'est les enjeux même du coronavirus aujourd'hui. Le pays qui va s'en sortir. Et je sais que le Cameroun va s'en sortir. Je vous assure. Et d'ailleurs, je vous invite à commenter le chiffre du jour. C'est vrai qu'il n'est pas encore totalement actualisé puisque la conférence de presse quotidienne du ministère de la Santé se tient à 18h, 18h30. On n'y est pas encore selon nos reporters sur place. Mais le dernier chiffre d'hier parlait de 130 personnes guéries au pointage. Pour vous, c'est une bonne nouvelle? Mais elle est évidente. Il n'y a même plus que 130 personnes. Vous ne savez pas combien de gens ont senti les mêmes symptômes du coronavirus, ont interrogé Internet pour voir si ça correspondait, ce qu'ils ressentaient parfaitement à ce qu'on dit. Eh bien, ils sont arrivés à la conclusion, oui, ça correspond. Mais ils se sont mis à la médecine moderne camerounaise, parce que c'est elle qui est la médecine moderne. Non conventionnelle. Non conventionnelle, si vous voulez, mais elle est bio, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis un produit chimique dedans. Ils se sont mis aux tisanes et tout Ils se sont mis aux tisanes, ils se sont mis à la couverture et à l'eau chaude. Oui.
Ils se sont couverts avec des vapeurs d'eau. Avec des vapeurs d'eau, ils ont guéri. Ils ont guéri. C'est pour ça que je dis, on nous effraie plus qu'on ne nous dit la vérité. Mais je ne sais pas trop à quel but. Je crois qu'on saura ça un jour. Et vous êtes donc d'accord avec le ministère de la Santé qui a décidé depuis, au gouvernement camerounais globalement, qui a décidé depuis vendredi dernier de ne plus annoncer les chiffres de personnes contaminées, mais de rester sur les personnes guéries. C'est une stratégie de communication que vous comprenez? C'est une très bonne stratégie que j'approuve à 1000%. D'accord. Qu'on nous dise, on a eu tel nombre de guéris, on s'en fout combien ont été contaminés. Et d'ailleurs, avant que les gens ne commencent à rentrer de l'Europe pour ici, est-ce que vous avez entendu ces cas ici? Ça existe depuis novembre. Hein? Depuis novembre, en Chine, oui. On parlait du coronavirus, les gens mouraient déjà. En janvier, ça s'est aggravé. Donc, que dalle ici. Avec les flux entre la Chine et le Cameroun, vous dites, on n'a pas pu manquer un cas venant de la Chine. Voilà, et qui a peut-être apporté cette affaire ici. C'est tout. Mais malgré tout ça, nous résistons avec nos plantes. Et moi, je suis tout à fait aise de dire que on est mieux servi que par soi-même. Est-ce que ce n'est pas dangereux de se foudre de ne pas savoir quel est le nombre de personnes contaminées quand on sait que l'efficacité des mesures barrières tient aussi à la propagation dans la communauté? Peut-être c'est important de savoir que finalement, il faut faire attention parce que, ah tiens, on a atteint la barre de 1000, de 2000, ainsi de suite. Non, Caroline, mais non, ça n'a pas d'importance. Prenez le cas d'un match de football. On vous met 5 buts, vous égalisez les 5 buts, vous mettez le 6e, qui a gagné? Celui qui a marqué le 6e. Est-ce qu'il se souvient des 5 buts qu'il a encaissés? Il a fallu bien marquer 5 est-ce qu'il se souvient des 5 buts qu'il a encaissés? Il a fallu bien commencer par là. C'est lui qui gagne, le match. Et c'est ça qui est important. C'est la victoire qui est importante. Et aujourd'hui, nous devons tendre vers la victoire et non vers la peur. Parce qu'à force de nous dire, aujourd'hui, 10 cas contaminés, demain, 20 cas contaminés. Peut-être pas la peur, mais rappeler aux gens que, tiens, c'est dangereux. Il faut faire attention, il faut appliquer les mesures barrières. Carole Yemelon, vous connaissez ce qu'on appelle l'instinct de survie? Oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'il n'est pas bien de mourir. Oui. Tout le monde n'a pas envie de mourir. Personne tout le monde fait tout pour ne pas mourir. Donc, on n'a même pas besoin de me rappeler que, attention, il y a la mort devant. Je le sais. Et je prends mes précautions. Ça s'appelle l'instinct de survie. Mais on a aussi remarqué qu'il y avait une inconscience, Prof Alaka, concernant la mise en application des mesures barrières. Des gens à qui on dit restez chez vous, ne sortez pas après 18 h, respectez les mesures de distanciation sociale, portez des masques et tout. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui n'appliquent pas toujours. À ce moment-là, ils n'ont pas conscience, ils ne sont pas habités par l'instinct de survie. Non, non, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas eu une communication gouvernementale ordonnée, percutante et précise. Il y a eu une communication gouvernementale certaine, pour ne pas dire incertaine. Ça fait que des gens se disaient, ben, écoutez, si ce n'est que la grippe, on n'en a connu plus que ça. Cette grippe-là, elle n'est pas notre grippe, elle est venue d'ailleurs. Et si elle est venue d'ailleurs, cet ailleurs-là n'a pas le même environnement que nous. Et puis, ils ont négligé, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu à l'évidence que ça peut tuer. Lorsqu'il y a des témoignages, des gens qui sortent de là et qui remercient Dieu, ça fait un baume au cœur que nous rentrons tous vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Dieu, et tout ce que Dieu a créé se trouve chez nous, curieusement. Il y a des arbres chez nous qu'il n'y a pas en Europe, qu'il n'y a pas en Occident. Il y a des herbes chez nous qui n'existent pas là-bas. Mais avec cela, il y en a qui meurent aussi quand même ici au Cameroun. On pourrait dire que Dieu a créé ces choses étant en Afrique. Mais il y en a qui meurent. Avec tout cela, tout ce que vous décrivez, il y en a qui meurent. Est-ce que ça ne va pas pousser les uns et les autres à se dire « Ah tiens, finalement, cette maladie, elle existe, elle tue les Noirs. » Et la preuve, il y a un monsieur un tel qui est mort, on a bien vu, et dans les annonces toutes récentes du ministère de la Santé. Vous connaissez une maladie qui ne tue pas? Normalement, tout tue. Toutes les maladies tuent, mais on finit par s'en sortir. Et tout le monde ne meurt pas de toutes les maladies, sinon le sida nous aurait disséminés. Ah, donc c'est pour les autres, c'est pas pour nous? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que une maladie existe, elle est décrétée comme elle est connue comme une pandémie internationale qui touche tout le monde, les plus grands, les plus petits. Je regrette simplement qu'elle ne touche pas les animaux. Mais ça aussi, il y a un doute là. Bon, enfin, les essais cliniques se poursuivent peut-être. La recherche scientifique va pousser là-dessus. Je ne pose pas une polémique.
Donc, elle touche tout le monde, les grands comme les petits. Ceux qui ont les gardes corps n'en ont plus besoin aujourd'hui. Ceux qui ont des fusils n'en ont vraiment plus besoin. Donc, elle est sérieuse, elle est réelle. Elle nous a tout simplement démontré une chose, que devant la mort, tout le monde est inactif. On est tous égaux. Oui. Et Voilà. depuis hier, lundi 13 avril, le port de masque est obligatoire au Cameroun. Vous en avez un, vous l'avez juste enlevé en entrant dans ce Oui. studio. Vous êtes arrivé Lila. arborant votre masque. Est-ce que vous avez croisé dans la rue d'autres Camerounais qui font pareil? Je crois que de chez moi à votre studio, il ne me souvient pas avoir rencontré quelqu'un, même sur une moto, même dans les taxis que je rencontrais, même les piétons qui n'avaient pas de masque. C'est donc effectif. Ça veut dire que personne n'a envie de mourir. C'est le principe de précaution. On dit, OK, on va mettre les masques, on va les mettre. Si ça peut nous protéger, eh bien pourquoi pas? Il faut les mettre. Ça va peut-être nous changer de comportement. Il y en a qui disent qu'on ne les reconnaît plus quand ils passent et c'est bien, mais tant mieux. Parce que ça sert à dissimuler une partie du visage. Oui, et vous savez que la partie la principale du visage par laquelle on reconnaît quelqu'un, c'est le nez et la bouche. D'accord. Oui, oui, c'est le nez et la bouche. Lorsqu'on cache le nez et la bouche, les yeux seuls ne suffisent pas pour reconnaître quelqu'un. Mais vous pouvez vous cacher les yeux, on va vous reconnaître par votre nez et votre bouche. Est-ce que l'économiste que vous êtes apprécie la réouverture et alors le fait qu'un certain nombre de dames, des couturières surtout, se sont mises ensemble pour pouvoir créer des masques au tissu et avec la matière première locale pour pouvoir les vendre, les mettre à la disposition des citoyens camerounais? C'est une partie de l'économie que le coronavirus fait vivre finalement. Mais écoutez, le coronavirus a créé une insécurité économique. En même temps, dans cette insécurité économique, les gens essaient de trouver une sécurité économique pour continuer à vivre. Et c'est même l'occasion de féliciter ces dames qui se sont mis dans cette affaire-là, parce que jusqu'ici, le commerce de la friperie a tué nos couturières. Si c'est l'occasion de les réveiller, pourquoi pas? Et j'apprécie à sa juste valeur. C'est aussi ça l'instinct de survie. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui dit porter les masques, mais qui ne vous les fournit pas. Entre-temps, vous êtes en confinement. Et c'est le cas pour le gouvernement du Cameroun. Voilà. Entre-temps, vous êtes en confinement. Peut-être vous avez... Moi, j'ai mis tout le monde au chômage dans mon cabinet. J'ai 10 personnes que je paie chaque mois. Je leur ai dit, rentrez chez vous. C'est dans votre intérêt et dans le mien aussi. Moi-même, je n'y vais plus. C'est fermé. Mais je me demande comment je vais payer ces gens à la fin du mois. Or, je dois les payer parce qu'ils doivent vivre. Ils doivent payer leur loyer. Comment je fais? C'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de l'État de régler ce genre de questions. Donc, pour revenir à votre question, les masques en tissu auraient dû être faits, lancés depuis par le gouvernement. Et peut-être les normes aussi, parce que c'est hier que le gouvernement présentait les normes en matière de masques. Que faire donc de tous ces masques hors normes qui circulent déjà? Qui dit que les masques là sont hors normes tant que ça peut protéger? Selon les normes du gouvernement, je ne suis pas sûre. Oui, mais que les tout le normes monde du les gouvernement, à ce respecte. moment, le gouvernement doit mettre à la disposition des citoyens ces masques-là. Mais si le gouvernement ne met pas à la disposition des citoyens, et les citoyens n'ont pas d'argent pour s'offrir ces masques-là, comment ils font? Ils restent exposés à la maladie. Mais c'est contraire même à l'esprit des dispositions ou des instructions que le gouvernement donne. Et vous dites que le gouvernement aurait dû anticiper sur cette question. Le gouvernement aurait dû depuis très longtemps anticiper sur la question des masques, donner ce que vous appelez les normes à toutes les couturières. Ça aurait créé l'économie du coronavirus. Distribuer et ça les aurait masques permis... Et oui, si le gouvernement ne distribue pas les masques gratuitement, le gouvernement aurait à tout le moins donné les normes, ce qu'ils appellent normes, que mesdames les couturières, messieurs les couturiers, eh bien, laissez ce que vous faites, l'école est au ralenti, les tenues de classe du deuxième trimestre que vous pouvez recoudre aux enfants qui les ont déchirés, et peut-être du fait d'une sous-préfète quelque part, ben, laissez ça, faites les machins, mais voilà les masques, mais voilà les normes. Et puis même l'industrie cotonnière qui semble être et on est pays cultivateur du coton. C'est quand même assez étonnant de comprendre qu'on n'a pu rien faire de ce point de vue. À ce moment-là, on aurait créé une économie du coronavirus qui aurait aidé les familles. Moi, je vais vous dire, la femme
ou la jeune fille qui va coudre les cache-nez en tissu, ce n'est pas elle qui ira les vendre. Ça veut dire que ces enfants, ces élèves qui sont en chômage peuvent trouver là un petit emploi dès lors qu'eux-mêmes sont très bien protégés avec des gants et tout pour vendre à tous les carrefours ces cache-nez. Ces masques, c'est très très important. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et de deux, quand bien même ces masques n'auraient pas la norme, et si ça peut protéger? Si ça n'a pas de norme, ça me dit que ça ne protège pas. Si ça n'a pas de norme, ça veut dire que ça ne protège pas, il faut le vérifier. Moi, je vais vous dire, le Tchad, je crois hier ou aujourd'hui, a pris une décision gouvernementale qui dit, OK, de ne plus obliger le port du masque. L'État n'est pas capable de donner les masques à tout le monde. Les masques qui existent ne sont pas suffisants pour tout le monde. Eh bien, le port du masque n'est plus obligatoire. Mais chacun, en ce moment, si le port du masque n'est plus obligatoire, vous croyez que les gens vont marcher sans les masques? Ils vont donc trouver ces tissus et vont s'enrouler le visage. Pourquoi on pense que ça ne peut pas protéger? Pourquoi on pense qu'il faut combattre ça? Il faut pourchasser les gens qui ont ça. Il faut plutôt organiser, vous disiez. Organiser la filière, il faut organiser fixer des la prix, filière. des normes, le circuit de distribution. Qui va aider des familles à vivre? Je vous assure, je vous raconte une petite histoire que moi j'ai vécue. J'ai ma fille qui a un BTS en IH, industrie de l'habillement, qui s'est mis depuis très longtemps, ça fait peut-être 3 semaines, sur les masques en tissu, mais elle a déjà gagné plus de 150 000. Elle est lourde, vous vous imaginez? Elle est lourde. Pour elle, c'est une fortune immense. Alors, dites-lui de ne plus faire ses masques. Vous la tuez économiquement. Mais dites-lui, vous faites des masques, voilà comment vous devez les faire. Elle sera heureuse de les faire comme vous voulez. Peut-être l'aider à agrandir, d'ailleurs, sa structure. Et l'aider même à grandir. Et tout le reste, oui. Voilà, l'aider à grandir. Donc, vous ne pouvez pas dire, parce que vous avez le pouvoir de le dire, que les masques, ces masques ne sont pas bons, alors vous laissez ça, voilà les masques qui sont bons, vous les achetez. Est-ce qu'on pourra fournir parce que l'objectif, c'est protéger. Port de masque pour port de masque, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un problème de porter le masque. L'objectif, c'est de protéger. Exactement. Il faut donc dire, si vous voulez, vous faites des masques pour protéger, pas pour la forme. Et voilà les masques pour protéger, comment ça doit se présenter. C'est tout. Et donc, ces couturières, elles vont se mettre à jour. Elles vont se mettre à jour et elles vont faire des masques pour protéger. Elles peuvent même désintégrer les anciens masques et même les doubler. Voilà. Vous avez parlé du Tchad qui a donc rendu non obligatoire, on va le dire comme ça, le port du masque, mais qui a encouragé plutôt la mise en application stricte des mesures barrières édictées par l'OMS et repris un peu par tous les gouvernements. Moi, je vais vous demander de jeter un regard sur l'application des mesures barrières en vigueur au Cameroun. Vous sentez que c'est pris en compte et c'est sérieusement mis en application par les populations? Personne n'a envie de mourir, il faut revenir dessus. Les mesures barrières sont respectées. Ce n'est pas parce que c'est le gouvernement qui les a édictées, mais parce que personne n'a envie de mourir. Lorsqu'on a pris conscience qu'il y a une pandémie, et c'est là où on devrait mettre l'accent, eh bien, tout le reste va être suivi à la lettre. Parce que personne n'a envie de mourir. Si la mort venait et on la voyait, mon grand-père vivrait. Parce qu'il n'aurait jamais envie de mourir. Mais comme la mort est naturelle, c'est pour ça que nous devons mourir. Mais lorsque quelqu'un a les moyens de sa politique financière, si vous voulez, cette personne peut se procurer n'importe quel masque, peut se confiner parce que cette personne a les moyens de manger tous les jours, mais il y en a qui ne l'ont pas, qui n'ont pas ces moyens. Comment on fait avec ces gens? Et comment on fait? Vous répondez quoi, l'économiste que vous êtes? Comment on fait? C'est le rôle de l'État dans le cercle vertueux. C'est-à-dire que l'État doit jouer en ce moment, doit se substituer aux individus, à sa population, pour jouer ce rôle-là. On parle bien d'un État qui, vous l'avez souvent commenté sur ce plateau, a des soucis dans son budget, a des moyens, des problèmes pour trouver de l'argent, mobiliser de la ressource pour déjà prendre en compte tout ce qui est inscrit dans son budget. C'est une pandémie qui nous tombe dessus. Où trouver l'argent pour s'en occuper? Vous connaissez un État qui garde l'argent? Justement, personne n'en garde. Aucun État ne garde l'argent. Du coup, comment on fait? Parce si l'État garde l'argent, c'est que l'État fait la thésaurisation. L'argent rentre dans les caisses de l'État et l'argent ressort. Ça tourne, ça revient, ça repart. C'est ça l'économie. Mais tout le monde dit l'État. Donc aucun État n'a de l'argent.
ça veut dire que l'État peut trouver de l'argent s'il veut le trouver. Ça veut dire que l'État, si l'argent qui rentre est bien géré, eh bien, il y en aura pour tout le monde. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de gestion de l'argent qui entre. Et c'est un problème d'organisation de la gestion de l'argent qui rentre. Voilà comment moi je comprends ça. D'accord. Et je voudrais dire ici que les pays qui sont les plus frappés prennent des mesures. Mais ces mesures n'empêchent pas la pandémie de se multiplier. Exact. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. Ceux qui ont de l'argent et qui ont mis cet argent pour se débarrasser de la pandémie, l'argent seul n'a pas suffi. Il faut en plus de l'argent d'autres choses. Il faut en plus de l'argent, voilà, et d'autres un système de santé c'est d'abord un problème d'homme, c'est un qualité. problème humain, c'est un problème personnel. C'est un problème d'adhésion à une politique de santé globale qui permet à chaque individu de continuer à produire et à payer ses impôts pour que l'État continue à percevoir cet impôt et à jouer son rôle qui est le sien en matière d'interventionnisme. C'est tout. Percevoir un impôt dans un contexte que vous venez de décrire, où les entreprises sont presque à l'arrêt, votre cabinet, vous avez dû renvoyer du monde à la maison. Comment continuer à assurer vos charges fiscales quand vous n'avez plus d'activité? Puisque c'est des impôts sur les activités que nous payons. S'il n'y a pas d'activité, on ne paye pas. Et voilà. Mais s'il y a activité, on paye. Et dont l'État n'aura plus d'argent. Donc le problème de l'impôt est en parenthèse. Ouais. Le problème de l'impôt ne se pose pas ici. Parce que c'est l'impôt soit sur le revenu. Si vous distribuez des revenus, vous payez des impôts. Si vous ne distribuez pas, le jour où vous allez distribuer, ben vous payerez. Vous rattraperez. Vous rattraperez. Si c'est des impôts sur la consommation ou sur la dépense, si vous n'avez pas consommé, ben vous ne payerez, le producteur ne payera aucun impôt, vous non plus à votre niveau lorsque vous aurez des... Ainsi de suite. Si c'est l'impôt sur le capital, tant que vous n'entrez pas dans ce système, vous ne payerez jamais de droit d'enregistrement, rien du tout. Donc l'impôt en tout temps est neutre. C'est ça la neutralité de l'impôt. C'est pour dire que on ne peut pas, parce qu'il y a une crise, mettre le problème fiscal en avant. Il n'a absolument rien à voir, de mon point de vue. De mon point de vue. Parce que l'État, vous savez, l'État a beaucoup de moyens lui permettant de faire face à n'importe quoi lorsque l'occasion se produit. Parce que, un, l'État ne meurt pas. Deux, l'État n'est jamais en faillite. Trois, l'État peut trouver de l'argent. Donc, sans passer par sa fiscalité, l'État peut trouver de l'argent pour prendre en compte ou en charge tout ce que vous avez cité comme moyen d'accompagnement pour rendre performant ces mesures barrières. Mais bien entendu, parce que le coronavirus nous entraîne, pour être éradiqué, le coronavirus nous entraîne dans une crise monétaire. C'est avec l'argent qu'on combat le coronavirus. Ce n'est avec rien d'autre. C'est avec l'argent. C'est avec l'argent qu'on combat le coronavirus. Qu'est-ce que les pays européens ont fait? Les pays européens ont fait appel à la Banque centrale européenne. Ils ont battu la monnaie? Pour faire deux choses. Battre monnaie pour combattre le coronavirus et battre monnaie pour permettre aux États de continuer à vivre en attendant que l'économie reprenne son cours. Mais chez nous, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Puisqu'on n'a pas de monnaie, ils nous ont dit, eh bien, à concurrent de 500 milliards de francs CFA, vous distribuez ça là-bas, je prends le cas de la zone CEMAC, vous distribuez ça là-bas, vous combattez le coronavirus avec ça là-bas. Qu'est-ce que ça vaut? Mais c'est rien du tout. Donc ça nous ramène à la question. Mais pour votre survie, si vous voulez continuer à payer vos salaires, c'est votre problème. La banque, la BEAC, n'a rien à vous donner. Vous devez aller vers le FMI. Et c'est pour ça que vous voyez le FMI qui intervient au jour le jour pour dire si le matin, si à midi, si le soir. On en vient justement, le temps pour moi de terminer avec les mesures barrières. Vous êtes enseignant d'université. L'une des mesures, c'était de la fermeture des écoles et donc des universités. Et vous mettez donc en place depuis mi-mars, les enseignements à distance. Comment cela ça se passe concrètement dans votre secteur? Ben, écoutez, le recteur de l'université de Douala a tenu un conseil d'université, je crois, la semaine dernière. Et
a tenu un conseil d'administration aujourd'hui pour confirmer les mesures édictées par la plus haute instance de l'université, qui s'appelle le conseil d'université, qui a décidé de mettre en place pour sauver l'année, pour sauver les étudiants, pour que nous, les enseignants, nous justifions de notre service fait, parce que nous continuons à être payés dès lors qu'on est payé par l'État. Nous continuons à être payés sans rien faire. Mais or, les étudiants, ils sont à la maison. Comment on fait? Nous ne sommes plus à l'ère de la lettre poste. Même à l'ère de la lettre poste, du colis postal, il y avait les cours par correspondance. Beaucoup d'entre nous ont fait les cours par correspondance. J'ai des amis qui ont eu la licence de Grenoble, qui se faisaient par correspondance. Alors aujourd'hui, on est à un monde un peu plus développé, avec les NTIC. Il n'y a pas de raison, s'est exprimé le recteur, qu'on ne puisse pas occuper nos étudiants en période de confinement et nous occuper nous-mêmes. Il a donc demandé de mettre en ligne tous les enseignements. Et il y a une direction de l'informatique qui s'occupe de cette question. Et puis un prestataire privé qui nous accompagne, qui accompagne l'université dans cette bataille, parce qu'elle est la bataille du coronavirus. C'est les mesures d'accompagnement du confinement qui est décrétée par l'État. Vous comprenez donc que dans ces conditions, il est tout à fait normal que nous mettions nos cours en ligne et que nous essayons de voir avec nos étudiants comment on peut organiser par tout moyen, et les moyens seront explicités d'un moment à l'autre, les explications pour ces enseignements-là. De sorte que si demain, on nous dit que les cours peuvent recommencer valablement et utilement, sans qu'il y ait trop d'effets de contagion, qu'on ait simplement à faire des travaux dirigés sur les enseignements qui auraient été préalablement envoyés en ligne aux étudiants. Je crois que c'est une excellente mesure. Alors, les retours que nous avons, côté étudiants et côté certains enseignants, disent que ça ne marche pas si bien que cela. Des problèmes de connexion, des problèmes d'organisation des étudiants, certains qui ne sont pas toujours à l'heure sur les plateformes d'échange, certains qui vous disent qu'ils n'ont pas de téléphone adapté, certains qui vous disent qu'ils n'ont pas des moyens pour se payer une connexion Internet. Au final, on a l'impression, selon la petite enquête que nous avons menée des étudiants et des enseignants avec qui nous avons discuté, on a l'impression que ça ne marche pas si bien que ça. Est-ce que vous avez fait une évaluation à date? On est à bientôt un mois, la mise en application de cela. Est-ce que vous avez fait une évaluation? Mais l'évaluation est toute simple. Tous les étudiants sont dans des groupes WhatsApp. Au nom de quoi ils disent qu'ils n'ont pas de connexion. Mais ils ont des connexions pour WhatsApper, c'est ça? Mais pas pour lire un enseignement en ligne. Pour ne pas faire les chats vidéo, ça coûte cher de payer une connexion. Non, ce n'est pas forcément que tout sera en vidéo. C'est pas forcément que tout sera en vidéo. Oui. Je suis convaincu que le recteur de l'université de Douala, certainement, va mettre des Wi-Fi un peu plus adaptés dans nos campus, où les étudiants à des distances conventionnelles vont peut-être être connectés et puis pouvoir télécharger ces enseignements. Ça revient à la question des mesures d'accompagnement pour rendre efficaces les mesures barrières. On ne peut pas prendre une université comme celle de Douala. Je rappelle ici que l'université de Douala est la plus grande du Cameroun. On ne peut pas prendre une telle mesure si les mesures d'accompagnement ne suivent pas. Mais on ne peut pas me dire ici que les étudiants n'ont pas de connexion Internet. Et alors que tous ces gars sont dans des groupes WhatsApp. Tous ces gars, pendant que vous faites cours, ils sont en train de tchatcher. Vous dites que c'est la mauvaise foi alors? Je n'ai pas d'éléments pour les accuser de mauvaise foi, mais je pense qu'ils utilisent la mauvaise foi de certaines personnes. D'accord. Ah ben voilà. C'est-à-dire que c'est de l'instrumentalisation. C'est mon point de vue. Alors, on entre dans le plein pied dans cette décision du conseil d'administration du FMI. 25 pays, dont 19 africains, verront dont leur dette allégée selon ce conseil d'administration pour, dit le FMI, faire face à l'impact de la pandémie Covid-19 et allouer une plus grande partie de leurs ressources à des efforts en matière d'urgence médicale et d'aide. On a cité les pays bénéficiaires, parmi lesquels le Burkina, la Gambie, la Guinée, le Tchad, Sao Tomé, le Togo et le Yémen, la République centrafricaine, la RDC, le Libéria, Madagascar, le Mali et quelques autres pays africains, et pas le Cameroun. Vous êtes surpris? Je suis plutôt heureux. Pourquoi? Ben, parce que, vous savez, le FMI ne fait pas de dons, ce n'est pas un organisme de bienfaisance. Et le FMI, il faut faire attention. Il ne suit
parfaitement heureux que le Cameroun ne se retrouve pas dans cette affaire. Dans l'allègement d'une dette? Simplement parce qu'il s'agit des pays membres du FMI qui sont plus pauvres et plus vulnérables. Ne me dites pas que mon pays, le Cameroun, est un pays plus pauvre et plus vulnérable. Voilà les pays à qui on a donné. Il y en a deux en zone CEMAR, je crois, le Tchad et la RCA. Oui. Sauf si je me trompe. Et si on ouvre la CEAC, il y a la RDC aussi? Bah, si on prend la CEAC en général, il y a la RDC. Très bien. Alors, est-ce que vous allez me dire que le Cameroun est un pays plus pauvre et plus vulnérable? Non. Le Cameroun est quand même l'un des plus atteints par le Covid-19 en Afrique subsaharienne. Et je vous ai dit que le Cameroun peut être le plus atteint, mais il n'est pas le pays le plus pauvre et le plus vulnérable au FMI. D'accord. Voilà. Donc je suis très heureux que le Cameroun ne soit pas là. Mais je serais déçu si demain j'apprends que le Cameroun est là. Parce que la liste qui a été publiée, de mon point de vue, est une liste pour faire le chantage aux États qu'on voudrait bien qu'ils fassent partie des pays plus pauvres et plus vulnérables. D'accord. Au titre desquels le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Et parce que justement ces pays détiennent des potentialités dont a besoin le FMI et les prédateurs qui tournent autour du FMI. Mais c'est des pays qui font aussi la demande, comme le Sénégal qui a formulé la demande d'annulation de sa dette. Carole Yemelon. Moi, je fais les tontines. D'accord. Même si on va dire que la tontine, c'est pour les tontinards, mais même nous, les sardinards, comme on dit souvent, nous faisons aussi les tontines. Moi, je fais la tontine. Et dans la tontine, c'est celui qui doit de l'argent et qui est en difficulté, qui va vers la tontine pour dire, eh bien, j'avais pris de l'argent, je devais vous rembourser ça dans tel délai, et je ne peux pas vous le rembourser. Est-ce que vous pouvez échelonner ma dette? Est-ce que vous pouvez remettre des intérêts si vous voulez? Je payerai peut-être dans 2-3 mois. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passerait si c'est la tontine, alors que tu as les moyens de rembourser, qui vient te dire non, ne rembourse pas, nous on te demande... Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que c'est encore juste? Or, dans le cas d'espèce, je dis le cas de la tontine, en dehors de vous, la seule personne qui peut le faire, c'est celui qui vous a avalisé. Parce que celui qui vous a avalisé se dit, eh bien, s'il ne paye pas, on va retenir mes fonds à la source. Alors, ce n'est pas celui qui vous a avalisé, ce n'est pas vous qui allez demander l'allègement de la dette au FMI. Et même lorsqu'on parle d'allègement, c'est le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts seulement, parce que la dette en principal... C'est bien le service de la dette. La dette en principal reste intacte. Elle reste, oui, oui. Ce que nous payons chaque année, tout le temps, c'est le service de la dette, dont les intérêts. Et dans le cas d'espèce, c'est pendant 6 mois et dans une durée de 2 ans, incompressible. Dans le cas dans ce cas précis, qui a demandé à ce que les pays africains bénéficient de cet allègement? Mais ce n'est pas les pays africains, c'est un pays occidental, la France. Est-ce que la France avalise donc au FMI les pays africains? Si oui, où est notre souveraineté, où est notre indépendance? Est-ce que c'est valable pour tous les 25 pays? Parce qu'il n'y a pas que les pays africains qui ont bénéficié de cet allègement du service de la dette. Je n'ai pas cité l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Yémen, Haïti et bien d'autres pays comme le Libéria, qui n'est pas un pays dans le giron de la France. Ça s'appelle le saupoudrage. Il faut bien faire, il faut faire beau. Il faut montrer que ce n'est pas seulement les pays de l'escale française. Non. Donc le FMI a accédé à la demande d'Emmanuel Macron. Le FMI a accédé à la demande d'un pays, pour un groupe de pays. Mais le FMI n'a jamais accédé à la demande des pays concernés individuellement pris. Et c'est ça qui est touchant. Et c'est pour ça que je me réjouis que le Cameroun ne soit pas là-dedans. Et c'est pour ça que je me réjouis effectivement que le Cameroun ne soit jamais dedans un jour. Est-ce que le Cameroun en a fait la demande? Mais le Cameroun n'a pas, et les autres n'ont pas fait la demande. C'est la France qui a fait la demande et puis d'autres pays. C'est comme ça que le conseil d'administration du Fonds monétaire s'est réuni pour dire, OK, comme vous avez demandé pour ces pauvres gens, bon, ben, on est d'accord. Moi, ce que ça cache, et c'est pour ça que j'ai dit que je serai méfiant si demain le nom du Cameroun sort, ça veut dire que cette première liste va servir de liste de chantage. Pour dire, eh bien, si vous voulez faire partie de cette liste,
savez très bien qu'au départ, on avait dit que les pays qui seront touchés du Covid-19, du coronavirus, bénéficieront des aides de ci et de ça. Et je crois que le lendemain, on a dit que le Cameroun a 2 cas. Bon, je ferme cette parenthèse. Certains ont fait le lien, mais pas vous, quand même. Bon. Certains ont fait le lien entre les deux informations. J'ai le plaisir de dire que si demain, le nom du Cameroun sort là, ça veut dire que des gens ont dit, ben, ne nous oubliez pas, nous-mêmes on est dans ce cas. Mais Alors ce serait bien curieux de savoir que le Cameroun est un membre du FMI qui est un pays plus pauvre et plus vulnérable. Est-ce que c'est inutile qu'aujourd'hui le Cameroun maintenant est vulnérable avec cette affaire par rapport aux pays où il y a des milliers de morts par jour? Et vous répondez quoi? Je dis non. Je dis le Cameroun n'a pas besoin de ça. Parce que l'aide du FMI, cet allègement est conditionné. Parce que la personne qui a intercédé va dire, ok, vous voyez, j'ai fait du bon boulot pour vous, on a accepté, j'ai besoin de tel contrat pour telle chose. 1 et 2, n'oubliez jamais qu'il faut qu'on continue à vous aider parce que vous êtes plus pauvres et surtout plus vulnérables. Et parce que vous êtes plus vulnérables, eh bien, on va vous vacciner, on va vacciner vos populations. Or, nous savons aujourd'hui tous que ce vaccin cache quelque chose de pas très bien. Parce que je vous dis que le FMI ne fait rien pour rien. Parce que qui se cache derrière le FMI, c'est la finance internationale. Si vous voulez, c'est la finance internationale. Il n'y a que des intérêts et pas des intérêts dans l'intérêt des pays. Non, l'intérêt des pays ne les intéresse pas. Ça ne les concerne pas. Mais vous pensez que quelqu'un ne vous a rien demandé, vous lui donnez? Quelqu'un d'autre vient vous demander quelque chose pour quelqu'un qui ne vous a rien demandé et vous vous dites que oui, je lui donne parce qu'il est plus pauvre et plus vulnérable que les autres membres de mon institution. Mais quand vous regardez notre système de santé, la façon dont la lutte contre la pandémie est en train de se mener, est-ce que vous vous dites on est autosuffisant sur le plan sanitaire pour prendre en main cette pandémie jusqu'au bout? À tout le moins, comparativement à ce qui se passe ailleurs. À tout le moins, oui. Après cette pandémie, on va réfléchir plus d'une fois. Je suis convaincu qu'on va supprimer dans notre budget le poste évacuation sanitaire. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que nous avons besoin d'avoir de bons hôpitaux. Pour renforcer les plateaux techniques? Des meilleurs hôpitaux, même jusque dans les villages, pour renforcer justement les plateaux techniques et pour être capable de répondre à une éventuelle pandémie à venir sans qu'il soit besoin de nous expatrier pour le faire. Ça, ce serait déjà quelque chose de gagné parce qu'on en prend conscience aujourd'hui. Regardez tous ces grands de la République qui sont atteints du coronavirus. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Mais on ne peut pas... Il n'y a aucune évacuation sanitaire pour eux. Ils sont suivis ici, qui à la Quintini, qui à l'hôpital central à Yaoundé, et j'en passe. Ils prennent donc conscience que si on avait fait nos hôpitaux ici, eh bien, on serait en train d'être mieux suivis. Voilà. Donc, je crois qu'on sortira de là. Et c'est pour ça que je dis souvent que ce que Dieu fait est bon. Parce que c'est Dieu qui a mis pause, comme les gens disent dans les réseaux sociaux. Maintenant, on est au même pied d'égalité. Tous. On est au même pied d'égalité, Carole Yemeno. Alors, le président Macron, lui, puisque vous l'avez abondamment cité et vous lui avez attribué l'origine du déclenchement de l'annulation du service de la dette par le FMI, il parle de la responsabilité de bâtir dès aujourd'hui des solidarités et des coopérations nouvelles, en motivant sa demande d'annulation de la dette de ce qu'il a appelé des pays amis, des économies qu'on doit aider sur le plan économique. Est-ce que vous croyez à une coopération nouvelle et une solidarité nouvelle entre la France et des pays comme ceux dont la dette vient d'être, le service de la dette vient d'être annulé? Non, je crois à la confirmation de l'esprit de l'idée de domination que ces Occidentaux ont envers nous. Franchement, ce tableau que vous décrivez, qu'il décrit, est-ce qu'on a besoin de ce tableau? Si tel est que on est des États indépendants et souverains. Pas de philanthropie donc? Bon, je ne sais pas. Peut-être, mais pourquoi pas non plus? Ce que je dis, c'est que, très honnêtement, je dirais même que c'est honteux et malhonnête. De quelle coopération parle-t-on? La seule coopération possible, c'est de permettre aux États africains de s'autodéterminer monétairement, économiquement. Est-ce que les États africains ont envie de prendre leurs responsabilités?
Puisque le débat est longtemps revenu oui, et le président Macron, le dernier, a réagi sur le sujet, a semblé dire « mais ça dépend de vos États ». C'est la question qu'on se pose. Est-ce que nous avons des États? Oui, nous avons des États. Mais est-ce que ceux qui nous dirigent sont culturellement ceux qui doivent nous diriger? C'est là où tout le problème se pose, le problème de la culture. Parce que quand vous êtes capable de vous retourner pour vous interroger d'où je viens, eh bien, vous avez commencé à être un homme. Mais je n'ai pas l'impression que nous nous interrogeons de cette manière-là. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a réussi dans la vie, lorsqu'on est à la tête des autres, lorsqu'on a le pouvoir de décider à la place des autres, il faut qu'on se pose la question de qui je tiens mon pouvoir, d'où je viens. Est-ce que quand je me retourne, d'où je viens, c'est bon? Je vous prends un exemple simple. Le Camerounais qui quitte ici à pied pour aller en France et prendre la Méditerranée, ce gars-là, il va parce qu'il veut regarder derrière. Il veut que les gens derrière lui soient heureux. Et il se sacrifie. C'est connu, d'autres l'ont dit avant moi. Lorsque moi je quitte mon village Bakwa à Bokito pour venir à Douala travailler, c'est pour que chaque mois je rentre au village, je vois si les gens boivent une eau potable, sinon je leur fais un forage. Je vois si les gens dorment dans de bonnes conditions. Si j'ai un frère ou un neveu, un cousin qui n'est pas dans des conditions de santé, je l'aide à se soigner. Et dans ma famille, je construis une maison de sorte que si je quitte Douala et que je rentre chez moi à Bakwa, d'où je viens, que je reste dans les mêmes conditions de vie qu'à Douala. Vous parlez de transfert, de fonds ou de ce qu'on gagne entre les diasporas et les gens tout restés ça au pays. rentre là-dedans, la diaspora et le Cameroun, entre le Cameroun à l'intérieur et le Cameroun du fin fond de l'intérieur. Nous qui sortons des villages, moi je suis né dans un environnement villageois et pauvre. Je peux vous dire que je faisais 25 km chaque jour pour aller au collège. C'est-à-dire que 12h30 le matin, 12h30 le soir. Est-ce que vous pensez que j'ai intérêt à ce que les jeunes d'aujourd'hui fassent la même chose? Je serais prêt à demander à l'État, par tous les moyens, mettez un d'agrandir la carte scolaire. D'agrandir la carte scolaire, normal, pour qu'ils ne souffrent plus comme moi. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Regardez derrière, regardez d'où on vient. Parce que si nos dirigeants regardaient d'où ils viennent, je suis convaincu que on serait déjà très avancé. Mais ils ne regardent pas d'où ils viennent, mais ils regardent où ils vont. Parce que quand on regarde où on va, ça veut dire que l'argent qu'on gagne au Cameroun, eh bien, on va s'acheter un pavillon à New York, à Neuilly, ainsi de suite. Ça ne servira absolument à rien. Parce que si à terme, vous venez d'acquérir un pavillon au Canada, à Montréal, dans un quartier chic, ou à New York, mais vos enfants auront tendance à aller vivre là-bas. Et d'où vous venez, vos traces vont disparaître. Vous coupez les racines. Vous coupez les racines et vos traces disparaîtront 50 ans après. On ne vous reconnaîtra plus. Ça veut dire que vous n'aurez même plus un endroit où, en cas de difficulté, vous pouvez vous réfugier. Vous aurez coupé les cordes. Vous aurez coupé les racines. Vous aurez coupé le cordon ombilical. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Exactement faire le contraire de cela en regardant derrière nous. Et pour revenir à nos dirigeants, je me suis laissé dire que le président Emmanuel Macron répondait ainsi à un appel, à une recommandation qui lui avait été, lancée à tous les grandes puissances du monde au sommet extraordinaire du PREF-CEMAC, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. C'était à Brazzaville le 28 mars dernier, où les chefs d'État de la CEMAC, c'était les ministres d'économie et des finances de la CEMAC, s'étaient réunis pour demander, solliciter l'annulation de la dette des États de la CEMAC. Donc, finalement, le président Macron, on peut le dire, n'a fait que répondre à une demande qui a été formulée par nos chefs d'État. Écoutez, vous m'amusez, et Carole Yemelo. Comment cela? Alors, les chefs d'État ont demandé, ils ont demandé à qui? Ils ont demandé aux grandes puissances du monde. C'est écrit dans leur communiqué final. À travers qui? Ils ont adressé des lettres
assez puissance. Ils ont à écrit à tout le monde. à travers leur sous-couvert dans leur aval, qui est M. Macron pour l'instant, c'est ça. Alors pourquoi donc le FMI n'a pas obtempéré en ce moment et pourquoi le FMI allège cette dette aujourd'hui? Vous questionnez simplement le timing ou bien vous rapprochez les deux événements je rapproche les deux événements pour dire... Les deux s'étant produits au même moment, sûrement c'est l'un qui a déclenché l'autre. Non. L'un a été, si vous voulez, le prétexte. Ce qu'on pourrait appeler l'attentat de Djaboudi. Ah, on a de quoi les avoir. Il y a cette pandémie, ils seront obligés de suivre la méthode que nous allons édicter pour alléger leurs dettes, avec les conditionnalités qui vont avec. Je rappelle ici que le FMI et la Banque mondiale ne sont pas des organismes de bienfaisance. Pas du tout. Lorsque ces gens sortent leurs 5 francs, ou vous demandez de ne pas leur payer leurs 5 francs, ça veut dire qu'ils vont gagner à terme plus que ce que vous aurez dû les payer en temps réel. Donc, il est question ici d'avoir un sursaut d'orgueil et de dire non à ça. J'ai contracté des dettes auprès de vous, je dois vous payer, je m'étais engagé, coronavirus ou pas coronavirus, et je n'ai pas besoin de cet allègement et je vais vous payer. Bon. Ou alors, je le fais moi-même pour dire, et là je ne demande pas, moi qu'est-ce que je ferais? Dans le cas des pays de la CEMAC, on n'aurait pas demandé, on aurait fait un communiqué pour dire, nous on demande le gel de la dette. Point. Et nous allons l'appliquer parce qu'on ne va plus payer le service de la dette. Et tout ça après une étude minutieuse pour dire qu'il y a peut-être 20 ans, vous nous avez donné 800 milliards. Et pendant 20 ans, on a payé 3 000 milliards de services de la dette. Et les 800 milliards sont toujours dus. On constate donc que sur les 800 milliards que vous nous avez donnés, ayant déjà payé 3 000 milliards, eh bien, on a payé en trop près de 2 200 milliards. Et ces 2 200 milliards représentent à la fois les intérêts et tout ce que vous voulez. Nous, on ne paye plus. Ça s'arrête là. On voit donc si vous allez venir tuer un État ou bien une zone économique. C'était dans l'occasion de faire... Mais le coronavirus donc, est, jusqu'ici, ce n'est pas fini, l'occasion de dire basta. L'occasion de dire basta. On est membre peut-être, au même pied d'égalité, chacun apportant sa quote-part en fonction de ses moyens, comme ça se fait avec l'impôt. Mais ne nous considérez pas comme les pays les plus pauvres et surtout les plus vulnérables. Alors même que les morts qui sont chez vous dépassent en milliers les morts qui sont chez nous. Alors même que chez vous, on guérit difficilement à cette affaire, mais chez nous, les gens se soignent chez eux et ils guérissent. On n'est donc pas plus vulnérable que vous. Donc on refuse ce qualificatif pour obtenir votre allègement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la CEMAC aurait dû se prendre en charge elle-même. La CEMAC se prend en charge, fait une déclaration. Elle a annoncé l'utilisation d'une enveloppe de 90 milliards mise à la disposition de la B2AC par la BEAC pour le financement des projets publics portant sur la lutte contre la pandémie du Covid-19. Pour vous, ça aurait été suffisant et non pas de demander en plus de cela une annulation de la dette et obtenir même plutôt un allègement du service de la dette. Vous savez, le FMI nous a mis sous ajustement structurel. Lorsqu'on a commencé à présenter des défaillances sur le plan financier et budgétaire, ça c'est depuis les années 88. Au début des années 88 pour le Cameroun, un peu avant pour certains et un peu après pour d'autres États. Sauf que ce n'est qu'aux pays africains que cette mesure d'ajustement structurel a été appliquée. Pas aux autres pays européens. Quand la Grèce, qu'on a des difficultés avec l'Italie tout récemment après 2008, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. L'Union européenne était obligée face au chantage de ces États qui disaient que ok, nous on sort de l'euro, voilà, nous on sort de l'euro, et ben sinon, voilà, ça casse ou ça passe. Qu'est-ce que l'Union européenne, on a mis la planche à billets, on a aidé la Grèce et autres. Après, quand la Grèce s'est restructurée économiquement, on a annulé la dette. Pourquoi on l'a annulée? Parce que justement, si on ne l'annule pas, l'économie de la Grèce va tirer vers le bas les autres économies de toute l'Union. L'économie de toute l'Union. Pourquoi nous ne réfléchissons pas comme ça? Nous ne réfléchissons pas comme ça parce que nous n'avons pas l'instrument monétaire. Et la crise du coronavirus ne peut être réglée que par cet instrument monétaire. Mais dans c'est parce que
C'est parce que cet instrument monétaire, nous ne l'avons pas, que nous sommes obligés de passer par des avalistes pour venir à notre secours et demander des prébendes, des dons, mais dans l'immédiat, est-ce que l'allègement du service de la dette du Tchad, de la RCA et accessoirement de la RDC, puisqu'on est dans le processus de rationalisation, donc la fusion CEAC-CEMAC, est-ce que cela ne peut pas avoir un impact sur le reste des autres pays de la CEMAC et la CEAC, donc le Cameroun? Je ne pense pas que ça puisse avoir un impact. S'il y a un impact, je ne vois pas cet impact-là, un impact positif sur le développement des affaires, parce que le service de la dette ne sera pas payé, mais cet argent ira à autre chose, notamment au maintien de l'État en vie. Parce que vous savez, si l'État, en pareille période, bat du lest, eh bien, ça va être la catastrophe. C'est pour ça que l'État doit continuer à payer les salaires. Pour que la consommation se maintienne. L'État doit continuer à veiller à la bonne continuité du service public, malgré le confinement. Mais ce que l'État doit faire et ne fait pas encore, ou alors ne se prononce pas pour faire, c'est que l'État n'a pas donné des mesures d'accompagnement au secteur, aux agents, aux travailleurs du secteur privé qui vont perdre leur salaire pendant cette période de confinement. C'est là où l'État doit intervenir. C'est le rôle de l'État. Beaucoup de pays ont pris des mesures courageuses. Les factures d'eau, d'électricité, d'Internet, de téléphone. Et tout ça, ça devait être l'appui de l'État, l'accompagnement de l'État. Et maintenant, il y aurait peut-être d'autres mesures d'accompagnement que l'État aurait dû prendre. Malgré le coronavirus, c'est le moment. Nous sommes en période de culture. Exactement. Et je crois que c'est le moment pour moi d'avoir des prisons de production. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on aurait carrément libéré les prisonniers qui présentent... Et les autres personnes détenues? Voilà, certaines personnes détenues. On les aurait mis dans des zones, ils vont faire l'agriculture. Oui, ils vont faire pour servir de main-d'œuvre. Pour servir de main-d'œuvre, non seulement de main-d'œuvre, et demain, pour accompagner, pas se substituer, non, accompagner, venir au secours à nos mamans, à nos paysans qui nous nourrissent. Vous savez que ceux comme moi ici viennent des cultures à la roue. C'est tout ça qui est mélangé par les Bayam Selam et qui arrive en ville. Mais les prisonniers pouvaient aller dans certains endroits. Dieu sait s'il y en a au Cameroun, des zones agricoles qui ne sont pas exploitées. Et puis ça aurait d'ailleurs, en cette période, créé de la main-d'œuvre parce qu'on aurait recruté davantage de gardiens de prison pour surveiller tous ces gens-là. Et puis on aurait également trouvé le moyen de les nourrir. Ça crée, ça booste l'économie et c'est l'État qui le fait. Mais sauf que l'État doit le faire avec la monnaie, avec l'argent. Et pour l'instant, rien n'est envisageable. L'État ne percevant pas des impôts, l'État devrait créer de la monnaie, mettre cette monnaie en circulation, parce que les Européens créent la monnaie avec la Banque européenne. Ils créent ce qu'on appelle une monnaie inutile, c'est-à-dire qu'une monnaie qui n'a pas de contrepartie. Parce que la contrepartie d'une monnaie, c'est la production. Parce que demain, quand ça se rétablit, qu'est-ce qu'on va faire de cette monnaie? Il faudra la détruire, sinon c'est l'inflation. Donc, chez nous, cette monnaie aurait eu une contrepartie. Pourquoi est-ce qu'elle aurait eu une contrepartie? Parce que chez nous, tout est à faire. Chez eux, ils ont déjà tout construit, les routes, tout. Maintenant, ils vivent. Ce n'est pas notre cas. Nous, on a encore tout à construire. Donc, la comparaison s'arrête là. Alors, très bien. Je voudrais partager avec vous un commentaire de Saïdou Maïdadi, un homme politique que vous connaissez très bien. Oui, bien sûr. Il dit « Nos pays se sont endettés, mais cet endettement n'a pas servi au développement. L'argent a été détourné et placé dans des banques se trouvant chez les prêteurs. » Et il dit là, le peuple peut logiquement refuser de payer ses dettes et se constituer en partie civile pour obliger les bailleurs à compenser cette dette avec les avoirs dans les comptes en question. Je pense que c'était au moment où vous parliez du corps de la dette qui reste intact et dont on est juste en train de payer les allègements du service de la dette pour expliquer qu'en réalité, la dette elle-même, elle n'est pas annulée, mais elle aurait dû être gelée, comme vous l'expliquez pour le processus de la dette CEMAC. reste intacte. Je suis parfaitement d'accord avec M. Maïdadi, qui est un homme intelligent. Parce que je l'écoute, je le lis aussi parfois. Et c'est pour ça que je parlais de la culture.
nos dirigeants ne regardent pas derrière. Ils regardent dans un au-delà que eux seuls savent. D'un. Et de deux, on ne peut pas vous prêter de l'argent et cet argent reste là-bas par les mécanismes que nous connaissons. Et puis, à un moment, la chose pour laquelle on vous a prêté cet argent n'est pas réalisée. L'argent existe, mais dans des comptes privés. En ce moment-là, il est tout à fait normal que cette dette n'aura pas servi à l'État. Cette dette, parce que l'État, ce n'est pas le gouvernement. On confond toujours l'État avec le gouvernement. Bien sûr. Les gens parlent toujours de l'État en voyant le gouvernement. Non, l'État, c'est nous tous. C'est nous tous, oui. L'État, c'est nous tous. Ça, c'est tous les citoyens. Donc. Tous les citoyens. Le territoire même, là, c'est l'État. Et le territoire se fâche parce qu'on ne le respecte pas. On ne l'aide pas aussi à se développer. Vous croyez que le territoire n'a pas les yeux? Quand le territoire se regarde, je n'ai pas de route. Mais vous, votre contribution là-dedans, c'est quoi? Vous êtes expert en fiscalité. Est-ce que vous l'expliquez assez pour que les gens comprennent que, comme Saïdou Maïdadi le disait tout à l'heure, il y a une possibilité pour que le peuple, à un moment donné, se constitue partie civile et dise « Nous refusons de payer cette dette qui a été contractée. » Vous l'avez dit il y a une vingtaine d'années. Pourquoi, aujourd'hui, on continuerait à la payer alors qu'on sait très bien que le mécanisme a été faussé dès le départ? C'est un problème extrêmement important. Mais comment le peuple va faire pour se constituer partie civile? Aujourd'hui, si on regarde la démocratie, le peuple peut se constituer à travers ses représentants. Donc, le Parlement, les députés à l'Assemblée nationale, qui sont les représentants du peuple. Mais le peuvent-ils? Non. Parce que chez nous, le pouvoir du peuple, que le peuple a cédé à ceux qui sont à l'Assemblée, à ceux qui sont... Ceux qui l'ont élu. À ceux qui l'ont élu, en tout point de vue et en tous endroits. Et à un moment donné, le peuple se trouve dans une situation où il se dit, eh bien, on n'a pas cédé notre pouvoir, mais on nous l'a arraché. Parce que ces gens ne rendent pas compte au peuple. Ces gens ne rendent pas compte au peuple. Maintenant, si à l'Assemblée, on ne peut rien faire, qui d'autre peut le faire? Peut-être les partis politiques. Maintenant, les partis politiques, il faut que ces partis politiques puissent s'entendre sur l'essentiel. Il faut que ces partis politiques puissent respecter leurs adhérents, leurs membres, qui ont certainement ce vœu en eux. Est-ce que c'est possible? Bon. Également la société civile, autour des ONG et autres. Mais est-ce que ces ONG elles-mêmes sont capables de le faire dès lors que les ONG en question sont financées encore par... Et dont personne n'a la solution. Donc ça devient assez complexe. Eh bien, on compte peut-être sur une jeunesse qui arrivera, qui à un moment donné, qui savait que le coronavirus allait arriver. Il a gardé tout le monde à la maison. Tout le monde. Tout le monde. Il a mis hors d'état de nuit toutes les économies et l'économie de la nuit. Il a mis à l'arrêt tous ceux qui pensaient qu'ils ne s'arrêteraient jamais. Il a mis à l'arrêt exactement cette catégorie de personnes. De ce point de vue, il ne faut jamais désespérer. Vous voyez, la démocratie, la liberté d'expression qu'on a aujourd'hui au Cameroun n'était pas imaginable il y a quelques années. Mais nous l'avons aujourd'hui. Il faut croire à la prophétie, simplement. Ce n'est pas la prophétie. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Parce que ce n'est pas le Dieu des Blancs. Hein. Il y a le Dieu dans toutes nos coutumes, il y a un Dieu. Vous savez ça, non? Hein? Chez vous, on appelle si. Hein? Chez moi, on appelle Walou ou bien Asanga, tout ça. Hein? Les Douala appellent Dieu, qui appelle Nyambé, c'est les Douala. Ouais, ça. Voilà. Donc, chacun de nous a un Dieu. Mais c'est le même Dieu. Lorsqu'il est apparu dans chaque localité, on lui a donné un nom. Le grand fantôme. C'est lui qui a le thermomètre. Je ne suis pas pasteur. D'accord. Voilà. Je ne suis pas pasteur, mais j'ai dit ça parce que à un moment donné, il y aura quelque chose qui va se produire et les gens vont dire, comme en Argentine, le jour où l'Argentine a dit, je ne paye plus la dette impayable. Mais la dette n'a pas été payée. Beaucoup de pays en Amérique latine l'ont fait. Cette dette est impayable. Revenons à des choses plus rationnelles, vous voulez bien? Non, mais celles-ci sont aussi rationnelles. Bah, parlons de l'économie, des choses qui sont palpables, je vais le dire comme ça. Les PME, on a fait le tour de quelques PME. On a commencé par aborder cela en début de cette émission. Je voudrais qu'on termine là-dessus. Est-ce que vous sentez que l'économie camerounaise va tenir face à cette pandémie? Est-ce qu'elle a des moyens de tenir?
L'économie camerounaise a les moyens de tenir. Lesquels? C'est surprenant. Si, ça peut être contesté, mais moi je dis l'économie camerounaise a les moyens de tenir. Nous avons une économie potentiellement solide. Ce qui manque à notre économie, c'est une rationalité budgétaire. Une économie basée en grande partie sur l'informel, un informel qui s'est arrêté parce que, vous l'avez dit, il y a du monde qui n'arrive plus à aller mener des activités. Comment est-ce qu'on peut tenir dans ces contextes? Non, mais l'informel, l'économie informelle était une économie organisée. C'est l'ensemble des PME et des moyennes entreprises qui permettaient à l'économie informelle de vivre pour faire vivre justement ceux qui s'y trouvent. C'était un peu comme la surenchère. C'est-à-dire quelque chose qui coûte 200 à la boutique est vendu dehors à 250. Mais on va remettre les 200 à la boutique, les 50 francs, le gars qui fait dans l'informel va manger avec ça chez lui. Mais l'informel, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas fait de pouvoir faire mis de l'argent de côté, qui est obligé de sortir tous les matins au péril de sa vie, malgré les mesures de distanciation et les barrières, pour se dire, si je ne sors pas, je ne vis pas. C'est justement cette économie-là qui va connaître un coup. Exactement. Et elle fait partie du gros de l'économie camerounaise. Et bien sûr. Je me trompe oui, pas. Bien sûr, voilà. bien sûr. Oui. Mais c'est à ce niveau que l'État doit intervenir. Ben, l'État aurait dû faire déjà les états généraux d'un certain nombre de secteurs d'activité pour qu'on essaye ensemble, pour qu'ils essayent ensemble, avec les gens qui pourraient convoquer, de trouver des solutions. Et c'est là où nous allons être affaiblis pendant longtemps. Si jamais on ne trouve pas les moyens de réagir à cette économie, si on continue à tâtonner, comme on tâtonne avec les mesures préventives, comme le gouvernement fait là. J'ai appris que le ministre de je ne sais pas trop de quoi là, comme ils sont nombreux là, il a dit qu'on ne doit plus, la récréation est terminée, on ne doit plus porter un type de masque. Mais de grâce. De grâce. Il faut des masques aux normes. Faire des masques aux normes, mais il aurait dû nous dire depuis de faire les masques aux normes. C'est la même chose avec l'économie informelle. C'est la même chose avec ces petits gars qui se débrouillaient au jour le jour pour vivre. Maintenant qu'ils ne font plus cette petite débrouillardise que vous appelez économie informelle, parce que contrairement à ce qu'on pense, sous d'autres cieux, ces gens, c'est la survie. Ils ne paieraient même pas des impôts. Parce qu'il y a un seuil qu'on appelle le revenu minimum d'insertion. Ça a un autre nom déjà au Cameroun, où vous n'êtes pas fiscalisé. Vraiment, ces gens sont peut-être dans cette catégorie-là. Je connais quelqu'un, je connais un enfant, quand il rentre le soir, il lui demande tu as gagné combien? Il dit 400. Il dit 400 de bénéfices. Francs CFA. CFA. Ouais. Alors ce gars-là, 400 000. 400 francs. Ce gars-là, à la fin du mois, il a gagné combien? 400 000. Il a économisé francs, combien? 30 jours. C'est rien du tout. 12 000 francs CFA. C'est rien du tout. S'il sort du matin au soir, de lundi à dimanche. Il est heureux. Oui. Il est heureux de faire ce qu'il fait. Il est heureux. Maintenant, il ne peut plus le faire. Qu'est-ce qu'on fait de cette catégorie d'individus? Il faut trouver des solutions. Il faut trouver quelque chose. Ça ne manque pas. Il suffit de mettre les gens à la réflexion et on trouvera quelque chose. Maintenant, les petites et moyennes entreprises organisées qui sont dans le secteur formel de l'économie, ces entreprises sont aux arrêts. Tout est arrêté. Les moyennes entreprises qui faisaient dans les BTP, qui avaient des contrats avec d'autres, eh bien, le cas de force majeure est constaté. Comment ça va se passer? Certaines entreprises, et là on revient sur le plan fiscal, ont des difficultés aujourd'hui à engager même des contentieux. Parce qu'il y a des problèmes de délai. Comment ça va se passer dans cette période-ci? Et à côté de ça, l'État ne trouve pas le moyen d'assouplir la législation pour essayer de revoir cette question de recouvrement forcé. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est encadré, la question de recouvrement forcé? C'est encadré par la loi. Et vous savez qu'on applique la loi au Cameroun, oui, quand ça arrange. Mais est-ce qu'on est dans un contexte où on devrait normalement appliquer ce type de déception? Mais on doit l'appliquer parce que même si ça n'a pas été proclamé, on est en état d'urgence. Même si ça n'a pas été proclamé. Et c'est à raison que ça n'a pas été proclamé, parce que si ça a été proclamé... Ça doit avoir une incidence sur la suite. Ça aura l'incidence sur la suite parce que la loi ordinaire disparaîtra.
Il y aura des voilà, dispositions il y aura des qui conviennent à une mesures urgence, d'exception, un état d'urgence. des mesures d'urgence qui vont prendre la place des lois ordinaires, de la réglementation ordinaire. Et ça, on n'en veut pas. Parce que les gens au gouvernement, j'ai l'impression qu'ils veulent leur pouvoir. Mais vous dites un coup que c'est pas si grave que ça. Et de l'autre côté, vous nous dites non, on aurait dû déjà mettre en place l'état d'urgence. Finalement, c'est quoi votre position? C'est trop grave ou pas? On aurait dû mettre l'état d'urgence pour permettre aux gens de prendre des mesures qui nous permettraient très vite de ne pas souffrir des contre-coups de l'après-coronavirus. On ne l'a pas fait. Parce que l'état d'urgence met en veilleuse toutes les autres lois, je le répète. Maintenant, si on ne l'a pas fait, on doit maintenant courageusement mettre une réflexion sur la table pour prendre des mesures au cas par cas qui vont permettre à notre économie de ne pas sombrer pendant longtemps. Parce qu'aucune économie ne sombre pendant très longtemps. Qui le fait? Quand vous dites on s'assoit. Mais c'est le gouvernement. Et si vous voulez, c'est le président de la République. Avec son gouvernement et son Parlement. Ce sont ces gens-là. Le Parlement en session, d'ailleurs. Voilà, le Parlement est en session. Je prends un exemple. À l'heure actuelle, de mon point de vue, je l'ai d'ailleurs écrit dans une tribune, on aurait déjà déposé au Parlement une loi de finances rectificative. Un collectif budgétaire? Où on va prendre tout ce qui était frais de mission. Peut-être les 3 quarts des frais de carburant. Là, on est en centaines de milliards déjà. Puisque les missions à l'étranger sont gelées. Sont gelées. À l'intérieur, personne ne bouge. Et le carburant, personne ne bouge, tout le monde est confiné. Et on va me dire, on va peut-être m'objecter que si l'État reprend entre-temps, on fait comment? D'accord, on attend parce que les pays auront du mal à vous donner des visas. Surtout que vous sortez d'Afrique, le coronavirus est africain, disent les Chinois, qui sont en train de tuer nos frères là-bas, vous êtes au courant. Et ici, on ne répond pas. Ce n'est pas normal. J'ai appris qu'en droit public international, il y a le principe de réciprocité. Et je ne sais pas comment on peut tuer nos frères là-bas. On les met dans la rue, on les sort des maisons. Et nous, ici, on regarde les Chinois. Je n'appelle pas à l'émeute contre les Chinois. C'est très dangereux, justement. Oui, c'est dangereux, mais les nôtres souffrent. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est la triste réalité. Ce sont nos frères. Ils ne les respectent pas pendant que nous, on les respecte ici. À tout le moins, le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour que cette affaire soit réglée et que nos frères ne soient plus en difficulté là-bas. Bon, je disais donc que par ailleurs, donc, le gouvernement a la possibilité de faire une loi de finances rectificative pour permettre de ponctionner toutes ces dépenses de souveraineté inutiles là et les mettre dans la lutte du coronavirus et pour justement apporter une bouffée d'oxygène à ces Camerounais de la débrouillardise, à toutes ces personnes qui ne vont pas avoir leur salaire au niveau du secteur privé. Et qui ont besoin d'être accompagnés. Et qui ont besoin d'être accompagnés. Pour que les mesures soient efficaces. Ça veut dire qu'il y a un endroit où on peut prendre cet argent. Bon, on va encore me dire, est-ce que les impôts sont payés? Les impôts ne sont pas payés. Et c'est là où il faut encore faire une révolution au niveau de la BEAC. Pour dire que la Banque Centrale Européenne accompagne les États européens de deux manières, contre le coronavirus, et accompagne les pays pour subvenir à leurs besoins. Mais nous, on doit dire à la BEAC, messieurs de la BEAC, les 500 milliards dont on vous a dit de nous donner, ça ne suffit pas. Vous donnerez à chaque État de l'argent pour continuer à vivre pendant la pandémie, et vous leur donnerez aussi de l'argent pour lutter contre la pandémie du coronavirus, de sorte que quand on sort de là, on va travailler, on va vous rembourser. D'accord. C'est votre dernier mot, professeur Alaka. On est arrivé à la fin de cette émission, du temps qui nous a imparti. Ça va vite. 30 secondes pour dire s'il y avait des choses à souhaiter pour que ce soit plus efficace, qu'on sorte rapidement de cette situation. Vraiment, 30 secondes, ce serait quoi? Nous devons prendre confiance. Nous sommes des Africains, nous avons la peau dure, nous avons nos écorces. Nous devons les consommer en même temps qu'on consomme les produits de la médecine dite moderne, comme vous l'avez appelé ici. Nous devons faire confiance à notre gouvernement parce que c'est eux qui sont là. Si on ne leur fait pas confiance, vous voulez qu'on fasse confiance à qui? Voilà, donc c'est ces deux choses-là. Et puis le gouvernement, de mon point de vue, doit mettre en place, je le répète ici, un état-major des tradis praticiens camerounais pour qu'ils essayent de voir ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent nous trouver pour qu'à côté de ce qui peut être
moderne, nous aussi, on Vous puisse apportez une avoir solution camerounaise. une solution camerounaise, de sorte que le jour où le coronavirus finit dans le monde, ou avant qu'il ne finisse, que le Cameroun dise nous on l'a vaincu, on est les premiers à l'avoir vaincu, venez on va vous soigner, et on devient le moment venu à la table des négociations comme ce fut le cas à Yalta. Merci beaucoup, professeur Alaka, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Mesdames et messieurs, merci. Demain, vous retrouverez à 18h30 Bouba Ngomna en direct de Yaoundé. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canada International qui se poursuivent.